La loi Sapin 2 fête son premier anniversaire. L'heure du bilan s'impose. Qu'est-ce que ça a changé dans la vie des entreprises? Quelles sont les bonnes pratiques? Quels sont les risques encourus? On en parle dans l'Extalk. Pour souffler cette première bougie de la loi Sapin 2, j'ai le plaisir de recevoir deux spécialistes du cabinet de Gaulle, Florence et Associés, en l'occurrence Thierry Titon et Mathieu Dary. Bonjour à tous les deux. Bonjour. J'aimerais, Mathieu, pour commencer, qu'on revienne un peu sur le contexte et la philosophie de cette loi Sapin 2. En fait, la France accusait un retard important en matière de lutte anticorruption, avec un classement peu flatteur au 23e rang du classement Transparency International. Et le risque, c'était qu'il y ait des investissements moindres en France. C'est pourquoi le législateur s'est dit qu'il fallait prendre un certain nombre de mesures, et d'où la naissance de ce programme anticorruption composé de 8 mesures. Alors, 8 mesures, on va les découvrir ensemble. Vous nous avez apporté un petit tableau qui les récapitule. On peut en citer quelques-unes, peut-être ? S'il faut en retenir qu'une, c'est clairement la cartographie des risques. La cartographie des risques, qui fait partie, en effet, qui est listée en numéro 1 sur ce tableau qu'on a découvert. Thierry, le calendrier est-il important ? Le calendrier est important. La loi est en vigueur depuis le 1er juin de l'an passé. Donc les entreprises doivent mettre en œuvre un programme de conformité depuis le 1er juin. Et le développement, aujourd'hui, est assez varié en fonction des secteurs d'activité et bien sûr des zones géographiques également concernées. Toutes les entreprises sont en ordre de marche, vous diriez, ou pas? Beaucoup d'entreprises ont d'ores et déjà des outils qui touchent à la conformité dans différents secteurs, dans différents domaines. S'agissant de l'anticorruption, on a effectivement un degré de maturité qui varie toujours en fonction des secteurs d'activité. Et alors, si tel n'est pas encore le cas, par où je commence en tant que chef d'entreprise? Alors déjà, c'est de se convaincre que ce n'est pas une contrainte, mais une opportunité. Une opportunité de mieux connaître via un audit et via la cartographie son entreprise. Et puis finalement, de formaliser un certain nombre de procédures qui existaient déjà. Donc le travail n'est pas forcément si important. On va commencer par mettre en place donc, un calendrier de déploiement, et en mettant en face tous les acteurs de l'entreprise qui vont y participer, avec éventuellement un compliance officer, et puis ensuite on va commencer la cartographie. Avoir un responsable aussi, responsable de cette loi, un monsieur Sapin 2 dans l'entreprise? Oui, un monsieur Sapin 2, avoir une équipe projet dédiée effectivement à ce sujet. Et puis, on voit aussi avec Sapin 2 le développement de fonctions de compliance et de conformité au sein de l'entreprise. On vient sur ces 8 mesures principales avec quelques-unes qui sont emblématiques de cette loi. Et vous parliez de la cartographie. Pourquoi est-ce l'enjeu majeur selon vous? L'idée, ça va être d'identifier différents risques qui vont être liés à l'activité de la société, comme le disait Thierry tout à l'heure, les zones géographiques, souvent, les fonctions au sein de la société. On sait que, par exemple, une direction achat va être plus exposée, puisque c'est elle qui va avoir le carnet de chèques et éventuellement recevoir des cadeaux. À quoi ça ressemble une cartographie? C'est une question effectivement qu'on nous pose souvent. Il n'y a pas de format imposé, notamment par l'agence. Vous avez apporté un exemple. Exactement. Donc là, c'est l'exemple de Transparency International qui propose une représentation par des zones de chaleur. Mais on peut avoir, comme ça le proposé par le MEDEF, une cartographie qui serait beaucoup plus lettrée. L'idée, c'est de se reconnaître dans le format qu'on aura finalement choisi. De se reconnaître et de prévoir aussi l'évolution de cette cartographie dans le temps, en fonction des événements que l'entreprise va connaître, des cessions, des acquisitions, etc. Alors, autre mesure de cette loi Sapin 2, l'alerte professionnelle. On est dans ce registre des lanceurs d'alerte à la Snowden? Alors, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que la loi Sapin a prévu 2 types d'alertes, une dans le cadre du volet anticorruption, effectivement, et puis une autre sur un chapitre autonome sur le lanceur d'alerte pour effectivement ces affaires. Peut-être qu'il a été médiatisé. Et là, on parle au sein de l'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'il faut noter en termes d'alerte professionnelle? Alors, ce qu'il faut noter, c'est qu'en tout cas, sur l'alerte professionnelle, loi Sapin, il fallait la mettre en œuvre à compter du 1er juin, et en revanche, celle du lanceur d'alerte, c'était à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises de plus de 50 salariés. Donc, on y est. On y est, il faut effectivement y penser plus qu'y penser. Et puis, avoir un point d'attention sur les données personnelles qui vont être collectées dans le cadre de ces alertes, avec le règlement aussi données personnelles qui arrive bientôt. Autre mesure emblématique, l'évaluation des partenaires commerciaux, Thierry. Oui, alors l'évaluation des partenaires commerciaux, c'est une des obligations de la loi Sapin 2. Partenaires commerciaux, c'est à la fois les fournisseurs et les clients
Côté fournisseur, on avait déjà en général des pratiques d'évaluation dans la fonction achat. Côté client, c'est sans doute un peu plus rare, mais les mesures vont se répondre, je dirais, de part et d'autre entre clients et fournisseurs. Et il faut penser également à revoir ces contrats, à inclure dans ces contrats des clauses d'audit, de due diligence, y compris vis-à-vis de ses clients. Il y a un autre sujet, hein, quand on pense à la corruption, ce sont les cadeaux d'affaires. Qu'est-ce que prévoit la loi dans ce contexte? Alors, la loi ne prévoit rien en tant que telle, mais l'idée c'est que comme elle insère davantage de transparence au sein de la société, cette pratique des cadeaux d'affaires va être peut-être plus limitée. L'Agence française anticorruption notamment recommande que le code de conduite prévoit un encadrement de ces cadeaux d'affaires. Cet encadrement, ça va être des autorisations pour les attribuer ou pour les recevoir, ou un registre des cadeaux. Et du fait de cette transparence-là, on va être plus gêné finalement à recevoir ou à donner des cadeaux. Et donc, je pense que ça va limiter cette pratique des cadeaux d'affaires, ou en tout cas des cadeaux d'affaires trop importants. Est-ce qu'il y a une tolérance à l'international, hein, au prétexte que les us et coutumes varient selon les longitudes ou les latitudes? Alors, non, et certainement de moins en moins finalement, puisque ce programme anticorruption, il doit être aussi mis en œuvre dans les filiales des sociétés françaises, enfin dans certaines filiales des sociétés françaises, ce qui fait qu'elles vont devoir respecter les mêmes règles qu'en France. Et puis d'autres pays comme la France adoptent des réglementations de plus en plus strictes en matière de corruption, et ce qui fait qu'il y a un mouvement un petit peu général de prise de conscience de l'importance de la lutte anticorruption. Et on imagine que derrière les contrôles vont se renforcer. Est-ce qu'on a une idée déjà de comment ça va se passer? On a déjà une idée qui est donnée par les textes, et puis parce que l'Agence française anticorruption a publié, avec une vraie volonté, enfin en tout cas une volonté affirmée de faire de la pédagogie et d'informer les entreprises sur la façon dont les enquêtes vont se dérouler. Ce que nous disent les textes aujourd'hui, ce que dit l'agence, c'est un contrôle en 2 temps, un contrôle sur pièce, donc des documents demandés aux entreprises pour justifier de la mise en œuvre des programmes de conformité et des programmes qui visent à prévenir les risques de corruption, et puis ensuite un contrôle qui va avoir lieu sans doute sur place. Donc, je dirais à la façon des autorités de type répression des fraudes, donc entretien, audition. Ouais, comme des contrôles échange. Fiscaux ou URSAF Exactement. classiques. Exactement. Qu'est-ce qu'il faut retenir finalement de cet anniversaire de la loi Sapin 2? C'est un mouvement international, non pas avec une règle internationale, mais un cumul de règles nationales. Donc, on est tous concernés. Les seuils d'application sont relativement bas, donc beaucoup d'entreprises sont concernées. L'agence incite également les entreprises qui sont en deçà de ces seuils à avoir des systèmes de programmes allégés. C'est une démarche qui se rapproche un peu, je trouve, des démarches de qualité, parce qu'on va finalement devoir démontrer à ses fournisseurs, à ses clients qu'on a cette volonté d'être dans la légalité. Le programme est en marche, les contrôles vont démarrer, et l'important est de commencer et de mettre en œuvre ce processus, de démontrer qu'on a un projet et qu'on avance. Prévention et qu'on avance. Qu'on n'est pas passif face à ce sujet. Tout à fait, ouais. Merci à tous les deux de nous avoir permis de tirer un premier bilan de cette loi Sapin 2. À bientôt.